Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule avec aujourd'hui un thème exceptionnel, le jeu de rôle et la Suisse. On a le président de l'Udesco avec nous, Thomas, ça va? La pêche, la patate? Ça va bien, salut. On est à l'Udesco justement, tu vas nous parler de la convention, comment ça s'est passé cette année. On est aussi avec Georges André. Georges André, ça va? Oui, bonjour, oui, ça va bien. Après près de 40 heures de jeu, tout roule. Ça va bien, l'organisation et tout, c'était pas trop... j'ai l'impression que tu te baladais pas mal là, t'as fait des efforts physiques là, t'as fait du sport là. Oui, alors pour moi c'est un week-end marathon, je fais pas mal de kilomètres, mais c'est avec plaisir parce que les gens ont l'air contents, il y a du monde, ouais, donc, c'est bon, hein. Il faut courir. Lionel Jeannera est avec nous. Lionel, ça va la pêche? Oui, ça va bien. Alors toi, Suisse et JDR, c'est même carrément un de tes projets quoi. Suisse voilà. Made JDR. Voilà, évidemment. Et puis j'ai aussi l'honneur de faire partie de l'organisation de l'Udesco. Ok. Voilà, il n'y a pas grande chose de plus à dire, mais je suis vachement content d'être sur le podcast de la cellule. Sylvie est avec nous également. Sylvie, ça va la pêche? Oui, tout à fait. Aussi très contente de cette troisième édition de l'Udesco. Ouais. Tu fais partie de l'organisation depuis longtemps? Depuis la fondation, oui. La responsabilité... Attention à ton micro, petite Sylvie. Voilà, tu vois, on l'oublie. C'est bien si tu oublies le micro, ça veut dire que tu vas être naturel et tout. Oh là. Oui, donc à l'animation, responsable animation les 2 premières années et cette année responsable uniquement jeu de rôle avec Christophe. D'accord, ok. Christophe qui est avec nous. Christophe, ça va? On ne te présente plus sur le podcast de la cellule, tu es une Bonjour sommité. À tous. Ah, merci, même, on parle de toi à tous les podcasts, même si tu n'y es pas. Alors c'est extraordinaire ça. L'administrateur de Silent Drift, mon chouchou préféré. Mon homme à moi, mon Christophe est avec nous. Et donc toi aussi tu fais partie de l'Udesco. Je crois que certaines personnes contesteraient cette appellation. Et donc toi aussi, alors t'es comme Sylvie, tu fais partie de l'organisation jeu de rôle de l'Udesco. Jeu de rôle, voilà. D'accord, ok. On va commencer par un petit bilan de la convention, de peut-être même un petit bilan historique. Qu'est-ce que l'Udesco? D'où ça vient? On va laisser la parole peut-être à son président, Thomas. Alors, l'Udesco, est-ce que tu pourrais présenter pour nos éditeurs? Ah oui, l'Udesco, c'est une convention de jeux de société, mais aussi convention de jeux de rôle. D'accord. C'est une convention donc multiludique. On a appelé ça festival de jeux parce que le but, c'est d'attirer autant bien des joueurs passionnés qui vont comprendre tout de suite, ils vont percuter s'ils entendent convention, ils vont se dire ah ouais cool, jeu de rôle, etc. Ouais. Mais festival, ça fait peut-être un peu plus grand public. Donc voilà, l'idée elle est venue il y a 3 ans. Il y avait plus de grands événements ludiques dans les montagnes neuchâteloises. D'accord. À côté de moi, j'ai Gab, Georges André qui pourra vous parler de l'ancêtre de l'Udesco. C'était une convention, les conventions du club Shazam. D'accord. Et le club a disparu et pendant une dizaine d'années, il n'y a plus rien eu. Et l'idée a été de dire ben voilà. Il y a des joueurs ici, il y a plein de nouveaux jeux à découvrir. Refaisons un grand événement et ça fait 3 ans donc que l'Udesco existe. D'accord. Quelque chose à ajouter, Georges André, sur ce que vient de dire ton président? Alors effectivement, je suis content puisque je suis un peu l'ancêtre ici dans l'équipe d'organisation, vu l'âge. Mais donc effectivement, dans les années 80, le jeu de société est apparu sous les formes qu'on connaît maintenant. Ouais. On a fait des événements comme des mini-conventions sur un week-end. Et c'est ça qui a fait que la ville de La Chaux-de-Fonds est connue dans la Suisse française et francophone depuis comme un lieu ludique. Ouais. Et je suis heureux et c'est pour ça que je suis revenu sur le terrain, soutenir des jeunes qui ont réactivé ça, un grand festival avec beaucoup de monde, beaucoup de jeux. Alors c'est vrai qu'on va parler du pôle jeu de rôle tout à l'heure, mais pour l'instant on voit déjà là ici, ça rassemble vraiment, c'est multigénérationnel. Ça va, comme on dit, de 7 à 77 ans. Il y a toutes les familles qui viennent. C'est finalement, moi, pour les conventions que j'ai faites, c'est finalement assez rare un tel panel de personnes. Est-ce que vous pensez qu'en Suisse, il y a une relation spéciale aux jeux de société? Moi, je me disais que c'était peut-être parce que, comme c'était des petits villages, que tout le monde se connaissait, on aimait bien se rassembler pour jouer ensemble. Est-ce que c'est un préjugé? Blastez-moi la gueule, Heidi, Lionel. La petite fille des montagnes. Heidi. Alors, est-ce que c'est un préjugé ou parce que là vraiment, en France, on verrait peut-être pas ce rassemblement multigénérationnel aussi facilement, j'entends. Non, ça fait aussi, je crois, partie du projet du festival.
de véritablement rassembler autant bien les néophytes que les joueurs expérimentés. Donc on axe notre programmation sur justement cette dualité des joueurs. D'accord. Et effectivement la communication, on le dit, on vise pas forcément le public vraiment enfant, même s'il y a une salle spéciale pour les enfants, mais on dit vraiment c'est un festival de 8 ans à 888 ans pour l'elfe Sylvain qui s'était perdu dans les bois de la Chaux-de-Fonds. Ça roule, ça roule. Est-ce qu'il y a une tradition spéciale quand même du jeu de société d'une manière générale en Suisse? Parce qu'on parle par exemple beaucoup de l'Allemagne. On dit que par exemple les Allemands sont des grands consommateurs de jeux de société. Est-ce qu'en Suisse vous avez l'impression que c'est un sport national ou pas? C'est des préjugés ou vous me regardez comme... Je crois que Lionel. Par rapport à la France, il y a vraiment un terreau j'ai l'impression, en Suisse. Il y a l'UDESCO qui est un des événements majeurs de la Suisse romande, mais il y a aussi Lionel. la fête du jeu au Valais. Il y a aussi une convention à Orchidée. Orchidée, ouais. Il y a aussi des clubs, pas mal de clubs en Suisse. J'ai l'impression, la Chaux-de-Fonds a une tradition aussi, je pense. Georges André l'a un peu évoqué, avec d'anciennes conventions. Il y avait aussi des conventions à Yverdon ou autres. Je pense il y a eu, en tout cas en Suisse romande, c'est un peu difficile de se prononcer par rapport à la Suisse alémanique. Mais en Suisse romande, oui, c'est vivant. Alors tout à l'heure Thomas, en préparation du podcast, tu disais que pour toi ce qui comptait c'était qu'un événement ait lieu sur le long terme. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ça? Qu'est-ce qui fait que pour toi un événement doit vivre, l'événement c'est l'instant T, mais ça doit aussi vivre avant, ça doit aussi vivre après? Ouais, surtout en fait moi ce qui m'intéresse c'est Thomas. ce concept des 52 heures de jeu. D'accord. À savoir que ça s'arrête pas, donc il y a pas de pause, c'est à tout moment. Et je trouve que c'est dans les différents événements que j'ai eu l'occasion d'organiser, parce que j'ai fait d'autres choses que le jeu de société avant, j'ai toujours aimé ce concept de durée, parce que c'est là que tu vois l'évolution de ton événement au fur et à mesure des heures. Tu vois, il y a encore du monde à 3h du matin, c'est pas les mêmes catégories de joueurs. À 6h du mat, il y en a encore 2-3 qui finissent leur partie. Il commence à y avoir les premiers gamins le matin qui reviennent amener du monde vers 9h. Donc il y a véritablement différents moments. Il y a vraiment en ces 52 heures toute une vie du festival, une évolution du public qui moi je trouve m'intéresse. Je fais pas de la sociologie à 2 francs, même à 1000, mais c'est simplement que je trouve on traverse différents moments. Et c'est ça que je trouve assez magique dans un événement comme ça. En préparation du podcast, tu disais qu'avant, tu organisais des événements sportifs, sport, jeux de société. Tu sais qu'il y a un débat au sein des intellectuels autour du jeu de société pour savoir si le sport, oui ou non, est un jeu de société. Alors, comment tu distinguerais les deux? Tiens, Pam, prends une bonne question théorique dans la tronche, là. Ouais, effectivement, là, un premier scud. Bon, qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Pour moi, je distinguerais un petit peu les deux choses. Moi, j'ai une passion de l'événementiel. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui m'a amené à faire effectivement un tournoi sportif et ensuite une convention de jeu. Maintenant, est-ce que le jeu de société est un sport? Pour moi, ça dépend un petit peu des définitions que tu utilises. C'est pas évident, évident comme question. Non, c'est pas évident comme question. Donc, en tout cas, il y a clairement des ponts entre les deux et t'en es une preuve vivante. En tout cas, dans le domaine de l'événement, ouais. Voilà. Mais par contre, j'aime pas trop quand le jeu devient un sport. C'est-à-dire que j'aime bien éventuellement jouer en tournoi, mais à partir du moment où on commence à jouer, je sais pas, pour de l'argent par exemple, je suis un gros joueur, j'ai jamais joué au poker. Ouais. C'est pas que le jeu en lui-même ne m'intéresse pas, mais c'est que le concept derrière, je pense que pour t'amuser, t'as besoin de jouer avec du pognon. Ouais. Et ça, j'aime pas. Ouais. Je critique pas, mais c'est pas un truc qui m'intéresse. Et donc j'aime pas quand le jeu devient un sport. Ça doit rester un jeu, ça doit rester ludique. Donc un truc sans se prendre la tête. C'est pas quand tu dis 52 heures de jeu de société, c'est pas une course d'endurance, hein, on est d'accord. C'est 52 heures à changer de jeu, à varier, puis effectivement les publics qui changent. Parce que tu sais qu'il y a un événement en France qui s'appelle les 24 heures du jeu de rôle, puis qui se fait dans plein de villes différentes en fait. C'est un événement et où là c'est vraiment une course d'endurance. Je vois par exemple à Poitiers, le but c'est de jouer au jeu de rôle pendant 24 heures non-stop. Je vais me dire que là, c'est du sport. Ouais, ça j'imagine. Donc chacun le fait à sa sauce. Il vient soit pour 1 heure, soit pour les 52 heures. Par contre, celui qui fait les 52 heures pour revenir à ta question sportive, ça c'est un vrai marathon. Alors, parmi les jeux que vous présentez ici, il y a aussi le jeu de rôle et le pôle jeu de rôle. Alors, le jeu de rôle,
Alors le jeu de rôle, Sylvie, un jeu parmi les autres, comment vous le voyez? Est-ce que déjà ça marche le pôle jeu de rôle à Ludesco? Alors je pense que en fait à la première édition ça a été un petit peu difficile pour nous d'organiser le jeu de rôle étant donné qu'on n'avait personne au sein du comité qui était vraiment dans ces cercles-là. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a essayé de mettre en place peut-être quelque chose de... Rapproche un petit peu ton micro. Excuse. Quelque chose de plus de différent de ce qui se propose notamment à Orchidée, c'est-à-dire qu'on a visé peut-être un public plus général. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'on a mis en place très vite les initiations qui visent des gens qui sont pas habitués à faire des jeux de rôle. Et maintenant, à cette 3e année, j'ai l'impression que oui, ça commence de marcher de mieux en mieux. C'est-à-dire qu'on a eu aussi à cette édition des joueurs de plus habitués, des parties longues. Ouais. Et bien qu'on soit pas Orchidée, je pense quand même que Ludesco a un aspect jeu de rôle qui est important pour les membres du comité auquel on tient et qu'on essaye de valoriser. Ouais. Christophe, donc toi aussi alors souvent on dit que les jeux de rôle que tu promeus, ou en tout cas que tu parles souvent, ils se rapprochent un petit peu du jeu de société. Alors ici tu as l'impression que ça se démontre bien le jeu de rôle à Ludesco, c'est facile à expliquer aux gens? Alors, on a effectivement une situation que j'avais jamais vécue avant, c'est qu'on a des parents qui traînent leurs enfants aux initiations de jeux de rôle. Ouais. On a des couples de la trentaine qui viennent et demandent mais c'est quoi et qui reviennent aussi. Hein, et qui reviennent et qui s'intéressent à ces jeux de rôle qui sont effectivement pas forcément axés sur des longues parties où on doit se retrouver plusieurs fois pour finir une campagne. On a des petits jeux facilement accessibles avec plateau pour certains. Ouais. Et c'est peut-être plus parlant et ça s'insère bien dans cette idée de Ludesco qui se veut ouvert. Il y a des jeunes qui viennent, il y a des confirmés, il y a vraiment de tout. Et les gens globalement ressortent avec une vision positive du jeu de rôle ici, quand ils reviennent et tout. J'ai bien l'impression. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Et c'est intéressant parce que les jeux que vous présentez à Ludesco, ça reste quand même des jeux, qui ne nécessitent pas un livre de règles de 500 pages, des règles très compliquées. On a vu des petits jeux avec 30 pages de règles qui s'expliquent très très bien. C'est un choix, ça aussi, que vous avez fait de présenter ces jeux-là parce qu'ils sont plus accessibles à un certain public? Cette année, ces 2 dernières années en tout cas, ça a vraiment été un choix parce que c'était aussi un argument. En fait, ce qui m'avait surtout frappé à la première édition, c'était qu'en discutant avec des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle, ils disaient non mais moi aller m'enfermer dans une salle pendant 14 heures, c'est exclu. Lire ces livres, c'est des thématiques qui m'intéressent pas, etc. Donc c'est vrai qu'après on a visé des jeux, typiquement quand on a pris le panel pour les initiations, des jeux qui ont d'autres thématiques, qui ont des thématiques plus abordables, beaucoup moins de règles, ce qui permet en fait de lancer des parties en 1 heure. Et les gens sont d'accord de prendre 1 heure pour découvrir ça, pas forcément 5, 6 ou 8 heures. Et donc c'est intéressant du coup d'avoir des jeux qui permettent de découvrir assez rapidement les premières expériences. Et ça fonctionne bien. Moi j'ai une vision un peu concon du jeu de rôle où il faut que ça dure longtemps pour prendre du plaisir, tu vois. Plus c'est long, plus c'est bon un peu. Et je me demandais si ces petits jeux du coup ça va, les gens ils ont les bonnes sensations, ils ressortent Si je prends les initiations qu'on a fait... sur quel jeu par exemple? Est-ce que tu pourrais citer les jeux pour les auditeurs? Sur cette édition, on a joué à Prosopopée, on a fait quelques Parsley Games, des zombies cinéma. Ouais. Et par rapport au plaisir de jeu, je pense que les gens sont ravis. Les personnes qui connaissent pas le jeu de rôle, ils ont beaucoup de plaisir. Notamment hier soir, on a fait une partie de Prosopopée assez... ça a duré 1 heure. Et les gens étaient ravis, ils ont dit qu'ils voudraient continuer de jouer chez eux. Donc oui, je pense qu'il est possible d'avoir du plaisir en peu de temps. En peu de temps, du coup. Et de bien comprendre ce que c'est que le jeu de rôle en peu de temps, c'est possible. Ça, c'est Christophe, tu vas opiner du chef. Oui, j'opine du chef. Pas grand chose à rajouter. D'accord, ça marche. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de présenter le jeu de rôle à Ludesco? Est-ce qu'il y avait un but politique derrière de présenter ce jeu parce que il est un peu méconnu ou ce genre de choses? Là, je laisse la parole à Sylvie puisqu'elle était là dès le début. Sylvie? Pour moi, Ludesco a été aussi la rencontre avec ce type de jeu que je ne connaissais pas. Et c'est vrai que la première édition, et à partir de la deuxième, je me suis dit que ça pouvait être aussi une tribune intéressante, notamment pour les jeux que défend Christophe. Et que
Après, politique, je sais pas, mais c'est simplement, je pense, le type de jeu qui se prête le plus à l'UDESCO, à faire découvrir aux gens, plutôt qu'une volonté politique, c'est peut-être un peu de... Voilà, comme si les deux types correspondaient bien. D'accord, Ouais. ok. Ouais. Voilà. Lionel, Moi, j'aimerais vraiment féliciter le travail qu'a fait Sylvie. Je pense que ça ne s'arrête pas à des petits jeux. C'est que le jeu de rôle se développe, et aussi sur les grands jeux, c'est que c'est... Alors quand je dis petit jeu, je dis pas par l'esprit, hein. Non, je dis par la taille du texte. En voilà. durée, mais il y a eu ce week-end des parties de 6 heures de crime et d'autres jeux, Insectopia, enfin pas mal de créations maison aussi, faut le dire, et qui a été extrêmement apprécié. Enfin, on sent vraiment que le jeu de rôle n'est pas le parent pauvre de l'UDESCO. D'accord. Ouais. Faut dire, par exemple, le principal invité de la convention, c'est Pen of Chaos, auteur du Donjon de Naheulbeuk, qui a fait une conférence sur le jeu de rôle, alors que la plupart des gens, enfin la majorité des gens qui viennent à l'UDESCO, ils viennent pour du jeu de société. Donc c'est pas juste on fait un petit peu de jeu de rôle parce qu'il faut bien en faire un petit peu. Il y a vraiment une volonté de l'organisation de donner une vraie place. Thomas, tu voulais intervenir ? On passe un micro. Ouais, je voulais dire qu'effectivement, moi je suis plutôt un joueur de plateau, même si j'ai fait du jeu de rôle, hein, des antiquités Stromringer ou des trucs comme ça. Ouais. Et c'était une volonté dès la première édition, effectivement, d'avoir les deux pôles. Et ce que je suis très très content, et grâce au travail remarquable de tous mes compères ici autour de la table, le pôle jeu de rôle se développe. Ouais. Et c'est vrai, hier j'étais à la conférence de Pen of Chaos, et j'ai vu une salle comble qui chantait des chansons que je ne connaissais pas. Et quelque part, je me suis dit, il faut encore qu'on développe ce jeu de rôle. Il faut vraiment qu'il y ait ces deux pôles. Tu parlais de pôle, je crois que c'est toi qui as utilisé le mot. Et que ces deux pôles se rencontrent, vraiment. En tout cas, donc, c'est une vraie volonté. Le fait est que ici, en fait, vu la pluralité des publics, vu comme vous disiez tout à l'heure, de 8 à 888, c'est ça, je sais plus, il y a vraiment moyen d'élargir le public du jeu de rôle. Alors que je vois par exemple en France, souvent les conventions sont fréquentées par des personnes qui connaissent déjà, en fait, des spécialistes qui viennent ici avant tout pour se rassembler, pour rassembler des associations. C'est-à-dire que j'ai envie de dire le rôle de l'UDESCO n'est pas le rôle que l'on octroie en général, en tout cas dans les conventions que je fréquente dans le nord-ouest de la France, beaucoup, hein, dans le Grand Ouest on va dire, n'est pas la vocation principale des autres conventions auxquelles j'ai participé. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, il y a vraiment un échange direct, alors que dans les autres conventions, c'est plutôt des rassemblements d'associations pour se retrouver et jouer tous ensemble, ce qui est convivial aussi, mais les gens malgré tout se connaissent. Il y a moins d'informations près du grand public, si tu veux. C'est là-dessus que je voulais attirer l'attention. On parlait des créations de l'UDESCO tout à l'heure. Est-ce que l'UDESCO est productive ? Est-ce qu'il y a des choses qui sortent ? Est-ce qu'il y a des books, des recueils, des albums de photos de l'UDESCO ou des choses comme ça ? Est-ce que vous faites... est-ce qu'il y a des... Je sais pas. Non, il y a pas vraiment ça. Il y a 2-3 projets qui ont été imaginés, je crois, au courant de cette convention. Je sais pas si Lionel voudrait en dire un mot, mais je pense que c'est un peu... En fait, je pensais notamment au concours de Bill Bocquet, là, qui est juste en face de nous, là. Ouais. C'est original, ça, quand même. Effectivement. Alors ça, après, il y a des concepts l'UDESCO. On essaye effectivement d'amener des animations originales. C'est quoi pendant ça, le week-end. Bill Bocquet, là. Il y a un mec qui il y a un mec qui vient. En fait, 24 heures là. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est on est comme des vampires. On puise les bonnes énergies ou les mauvaises énergies, mais elles sont généralement bonnes. En tout cas, les gens qui ont envie de faire quelque chose. Donc, on va puiser le sang de victimes qu'on a choisi. Et Toyman en fait partie. Donc Toyman, c'est un gars qui nous a dit, moi j'adore le Bill Bocquet, j'aimerais faire un truc, j'aimerais faire le record du monde du Bill Bocquet. On lui a dit ok, on t'invite, mais tu nous fais le record du Bill Bocquet. Il est allé lui puiser l'énergie d'une haute école d'ingénierie qui est basée dans la région. On lui a fabriqué dans un Bill Bocquet en bois un capteur électronique qui compte automatiquement le nombre de coups. Et il a fait ses 24 heures de Bill Bocquet et on a eu 12 481 coups, je crois. Ça fait un coup réussi toutes les 7 secondes pendant 24 heures. Donc voilà, c'est ce genre de projet. Le jour où quelqu'un vient me dire j'aimerais faire, je sais pas, une partie de jeu de rôle qui dure les 52 heures, je lui dis mais fonce gaillard. Donc c'est vraiment comme ça. On développe des idées dans le comité. Voilà. Des entreprises événementielles, si j'ose dire, quoi, au cours des projets événementiels au cours du salon. Exactement. Voilà. Nous on a un petit comité.
Et le but, c'est justement, s'il y a d'autres gens qui sont motivés par monter un projet, on leur donne un espace à l'UDESCO. Ça, c'est aussi l'esprit du festival. D'accord, ok. Lionel, toi, sur Internet, on te connaît aussi parce que tu as un projet qui s'appelle Swiss Made JDR. Quel est le sens de ce projet? Pourquoi est-ce que de l'extérieur, ça fait très bizarre en fait. On dirait une espèce de nationalisme du JDR. Qu'est-ce que c'est que ce... Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est plutôt du régionalisme. D'accord. Pourquoi je l'ai lancé? Donc l'idée m'est venue parce que les gens avec qui je fais beaucoup de jeux de rôle, que je retrouve en convention, mes amis, etc., sont suisses, à part quelques exceptions de Silent Drift, dont toi, Romaric. J'avais envie de parler de ces gens que j'apprécie, qui créent des événements, qui offrent de leur temps. Puis j'avais envie finalement de donner une tribune pour parler de tous ces projets que je trouve très intéressants. J'ai eu envie de parler de NAM 68 dans mon dernier numéro, qui est un jeu de rôle que les rôlistes suisses qui vont à Orchidée connaissent, mais qui n'est pas connu ailleurs. Alors NAM 68, est-ce que tu pourras en parler sur le podcast de la cellule comme ça C'est un jeu de rôle qui se déroule durant la guerre du Vietnam. Tu connais pas Christophe? Je te vois faire des grimaces. Dans la guerre du Vietnam en 68. C'est un jeu simulationniste où on veut montrer les duretés de la guerre. Donc c'est un jeu, je pense, qui a été beaucoup testé, qui a été longuement développé. Je pense qu'il est arrivé à maturité là maintenant. J'ai eu l'occasion d'y jouer. Ils pensent en faire une édition. Puis je pensais que c'était intéressant d'en parler. Alors selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette frontière finalement imaginaire entre la Suisse et la France qui fait que le jeu de rôle des uns et des autres... Mais déjà, Christophe, t'as pas l'air d'être d'accord, t'as l'air de froncer les sourcils. Christophe. Je sais pas s'il y a tellement une frontière dans le sens où typiquement l'équipe de 2D en face est composée certes de Suisses mais aussi beaucoup de Français qui viennent régulièrement en Suisse. On a les écuries d'Augias qui viennent depuis 2 ans, 3 ans. 3 ans. L'UDESCO, on a la FFJDR qui a un représentant suisse. Enfin, il me semble qu'il y a quand même pas mal d'échanges. Donc, on m'a quand même parlé. Les Suisses jouent au jeu de rôle français parce qu'on partage la langue. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, ça c'est très juste. Lionel. Alors, je suis d'accord avec Christophe. Il n'y a pas vraiment de frontières. Moi, j'ai voulu parler de manière limitée, en me fixant un cadre. Il se trouve que c'est un cadre délimité de manière géographique, qui correspond aussi à des frontières politiques. C'est pas. Ouais. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est plus du régionalisme. Je parle de la Suisse romande, enfin du jeu de rôle en Suisse romande, comme une région de la francophonie. Tout comme il pourrait y avoir un même média pour la Normandie, la Bretagne. Voilà. Je sais que les Normands parlent de ce genre d'initiative. Les Normands, par exemple. Oui, je les encourage parce que c'est une bonne expérience. Ça fait parler de projets locaux. Voilà, et puis c'est gratuit sur Internet. Alors moi je le fais pour mon plaisir. J'avais promis 3 numéros, j'en ai écrit 2. Ouais. Le 3e est en cours. Il parlera essentiellement de toutes les problématiques de la conservation du jeu de rôle et des bibliothèques. Étant donné que la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds a pris l'initiative de lancer une collection de jeux de rôle à la rentrée scolaire de cette année, en 2012 encore. Ouais. Et il y a également un Suisse qui a masterisé à l'UDESCO, Alias de Tigre Volant, qui est un projet de bibliothèque électronique pour mettre en ligne, avec l'accord des auteurs, des ouvrages qu'on peut plus trouver dans le commerce de jeux de rôle. Si tu veux Lionel, est-ce que tu trouves, parce que là tu parles des initiatives suisses très bien, est-ce que tu trouves qu'il y a une originalité suisse du JDR, une particularité de la région en fait, un petit peu comme le fromage je veux dire... Le jeu de rôle qui pue. Et effectivement. Et quelle est votre intuition à vous aussi Alors, je vais te donner quelques spécificités. Ensuite, il y a le fait que le jeu de rôle est très mal distribué en Suisse. Ça, c'est une réalité. On parlait tout à l'heure sur le stand, Sylvie, des prix des livres. Tu confirmes que les livres sont plus chers en Suisse
C'était en tout cas dans la littérature de manière générale. C'est toujours intéressant quand on va dans une librairie, on regarde, il y a le prix en euros, c'est par exemple 10 €. Ouais. Et le livre, il est 19 francs suisses. Ouais. Donc ce qui correspond pas du tout au taux de change. Je comprends pas. Comment t'expliques ça? Comment est-ce que vous expliquez ça? Alors, je suis pas dans l'édition, mais ce que j'imagine, c'est qu'il y a un renchérissement qui est dû en fait au fait que le coût de la vie en Suisse est plus élevé, et donc ils se permettent de faire des prix plus importants, ou alors c'est la distribution. Je sais pas. Georges André. Oui, je pense que l'effet principal, c'est que malheureusement pour nous et pour beaucoup d'habitants de ce pays, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. D'accord. Et donc, on est comme ça coupé de tout le réseau européen. Et il y a des importateurs, il y a des frais de douane. Ouais. Mais c'est ça essentiellement qui fait que à la fois le jeu de rôle, la littérature, mais aussi le jeu de société se retrouvent à des tarifs beaucoup plus hauts que juste de l'autre côté de la frontière. Phénomène qui ne se retrouve pas en Europe, puisque là il y a une libre circulation et des personnes et des marchandises. Tandis qu'en France, en Suisse, il y a vraiment des barrières autour, et il y a des gens, ma foi, qui prennent une taxe au passage. C'est incroyable ça. Bon, quand j'ai appris ça, je trouvais ça... Sylvie. Mais j'étais même surprise qu'on essayait de commander un livre électronique sur Amazon. Amazon France, le livre était 12 €, je crois. Amazon Suisse, donc un livre électronique. Donc là, il n'y a pas de question d'importation de matériel et tout. Et il était presque le double en francs suisses. Donc en fait, en gros, la seule explication que vous donnez et qui vous semble crédible, c'est bon, ils savent qu'on a du pognon, donc ils nous taxent sur les bouquins. En gros, c'est ça, quoi. Alors, c'est simplement les distributeurs qui font un espèce de travail, entre guillemets, de dédouanement. Attention à ton micro. Oui. C'est les distributeurs qui font payer le travail du dédouanement. Ouais. Maintenant, c'est sûr que sachant que le niveau de vie est un petit peu plus haut en Suisse que en France principalement, on peut un petit peu faire des prix, mais le niveau de vie en Allemagne est largement comparable avec le niveau de vie suisse, et il y a pas en Allemagne, les jeux sont très bon marché. Il y a aussi un autre effet, c'est que en Allemagne, il y a énormément de gens qui jouent, donc le marché du jeu est presque de grande surface. C'est pas pareil en Suisse. Je m'attendais à ce que ce soit pareil en Suisse, en fait. Vu la convention, je me suis dit, en fait, c'est presque pareil qu'en Allemagne ici. Oui. Alors, je dirais qu'à la Chaux-de-Fonds, c'est presque pareil en Allemagne parce qu'il y a un peu cet esprit, mais c'est pas forcément visible dans d'autres villes. Vous allez en grande surface en Suisse, vous trouvez les jeux traditionnels comme vous trouvez en grande surface française. D'accord. Par contre, il y a dans chaque ville moyenne, puisqu'en Suisse c'est que des villes moyennes, vous avez une petite boutique spécialisée, mais c'est sûr qu'il n'y a pas la diffusion en nombre d'exemplaires que peuvent avoir les grandes surfaces. Donc, mais en grande surface, on ne trouve pas les jeux qui sont joués à Ludesco. Ludesco fait jouer les jeux qu'on trouverait dans les boutiques françaises spécialisées. D'accord. Et donc vous avez aussi vos boutiques spécialisées en fait. On a aussi nos boutiques spécialisées, mais vu leur taille, c'est clair qu'elles touchent un public restreint de connaisseurs qui ont des amis qui les ont fait jouer et qui à ce moment-là leur disent mais j'essaie d'acheter ce jeu, je ne le trouve pas. Ah oui, il faut que tu ailles dans cette boutique-là parce qu'au supermarché tu ne vas pas le trouver. Alors est-ce que toi Lionel, quand tu as sorti Swiss Mage Ideas, c'était aussi pour parler de ce genre de problème? Tout à fait. Peut-être. Là, on a parlé du jeu de société. Georges André est un spécialiste, étant donné qui travaille dans un magasin. Pour le jeu de rôle, au fait, il y a beaucoup de jeux qui sortent en France qui ne sont juste pas disponibles en Suisse. On est diffusé en retard, etc. J'étais outré d'apprendre l'autre jour, Sylvie, tu confirmes que les jeux de la boîte à eux que tu as traduits ne sont pas disponibles dans les magasins suisses. C'est vrai ? Je ne crois pas, en tout cas, j'ai jamais vu. J'imagine pas qu'ils doivent être distribués en Suisse. Alors il y a ceux-là et il y en a beaucoup d'autres. En fait, à part les jeux de rôle qui ont des gros tirages, Donjons et Dragons, Pathfinder, Warhammer, les autres jeux n'ont aucune diffusion en Suisse. Et puis, je pense que ça crée une certaine spécificité parce que en Suisse, il y a peu de jeux. Donc, quand on veut quelque chose, on le crée. Et je crois, et ça on le voit à Ludescom, on le voit aussi à Orchidée ou à d'autres conventions, il y a beaucoup de créations originales. Mais parfois plus que par rapport à lorsque je vais en convention en France. D'accord, donc tu penses que finalement le fait qu'il y ait moins d'offres, ça fait que les joueurs la créent eux-mêmes finalement,
Donc il y a plus de créativité. Oui, je pense qu'il y a un effet comme ça. Alors c'est pas calculable, Ouais. c'est pas mesurable, mais c'est quelque chose. Enfin, mon intuition me dit que c'est peut-être ça. Je pense en France, il y a beaucoup de créations individuelles aussi. Hein. Je sais pas. Je pense que c'est un préjugé, ça, Lionel. Mais bon, Peut-être, ouais, peut-être. mais ça peut. Vous expliquer. avez plein de préjugés sur nous aussi. Ouais, tout à fait. Georges-André, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, alors en fait, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, même si la Suisse est très célèbre, c'est un confetti. C'est-à-dire que des gens qui parlent la langue française en Suisse, c'est peut-être 1 million de personnes au maximum. La Suisse a 7 millions d'habitants. Et donc, c'est clair que si tu rapportes ça rien qu'à la France, quand on sait le nombre de personnes qui habitent la région parisienne ou même la région lyonnaise ou la région de Marseille, on voit tout de suite à ce moment-là à quelle échelle la Suisse est confrontée, d'où ces problèmes de distribution. Alors peut-être, mais là où je pense que les Français ont bien conscience que la Suisse, ça reste quand même une plateforme européenne très importante, parce que c'est un pays qui est massivement polyglotte, dans lequel il y a beaucoup de langues de parler, et donc ça permet de toucher à la fois l'Italie, l'Allemagne. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le vois. Oui, mais alors Georges-André. c'est de loin pas un avantage, parce que c'est justement toute la difficulté, c'est que quelqu'un qui voudrait amener un produit en Suisse doit sur le paquet mettre le texte en allemand, en français, en italien, et voilà, et la publicité doit aussi être conçue différemment parce que la partie alémanique ne répond pas au même code entre guillemets culturel que la partie romande et que la partie italienne. Donc je pense que on aimerait bien que ça soit une richesse, mais je pense que pour plein de projets, c'est une difficulté. Thomas. Sur le jeu de plateau, on le voit aussi l'UDESCO organise un concours, le Swiss Gamers Award, qui est en fait le prix suisse du jeu. Ouais. Et on le voit en fait dans le vote des clubs participants. Le concept du Swiss Gamers Award, ce sont les clubs de jeu qui désignent leurs 5 jeux préférés. Et en fait, bon, le jeu qui gagne est toujours un jeu qui est disponible à la fois sur les marchés francophones et alémaniques. Ouais. Par contre, dans les places accessites, on voit que certains jeux sont connus des clubs romans et appréciés des clubs romans, et que c'est d'autres jeux qui sont élus par les clubs alémaniques. Et en fait, le podium est toujours composé de jeux qui a à la fois su trouver une distribution et des joueurs sur les deux parties de la Suisse. Et j'oublie mes amis tessinois. Mais c'est complexe. Comprenez le paradoxe pour un Français qui débarque. On lui dit, non mais attendez, ici on prend le risque de vendre les livres beaucoup plus cher, et en même temps les Français n'exportent pas en Suisse. Ah, c'est bizarre. C'est-à-dire que franchement, moi mon intérêt, si je suis français et que je sais que ici vous achetez les livres beaucoup plus cher, c'est d'exporter en Suisse à mort pour faire du bénéfice sur le dos des Suisses. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est le distributeur Thomas qui va prendre ton bénéfice. Ouais, non, moi je suis l'importateur. Si tu veux, moi je suis indépendant, quoi. C'est que c'est tout le fric, il est pour moi, quoi. D'accord, bah écoute, rien ne t'empêche d'élever les prix des bouquins qui sont vendus ici. En fait, si j'ai appris que c'était plus élevé, c'est parce que quand j'ai dit à un gars là sur mon stand que je vendais mes bouquins 25 € en France et 30 francs en Suisse, en Suisse, il était presque choqué, tu vois. Quoi, tu fais pas de tu m'arnaques pas, je comprends pas. Non mais blague à part, vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire qu'on vous vend, on dit la Suisse c'est un pays riche, mais on n'y exporte pas nos produits. Alors c'est bizarre, Lionel. Alors le problème, il est dans la distribution. Dans le jeu de rôle, la distribution francophone, donc je peux pas parler pour d'autres pays. Par contre, en Belgique, ça marche bien. Les frontières sont moins... mais en Suisse, ça fonctionne mal pour diverses raisons. Voilà. La frontière de la langue, qui peut en fait être Belgique fait partie de l'Europe. La Belgique fait partie de l'Europe. Ah oui, bien sûr. Ne pas oublier quand même. Oui, la Suisse, bien pas. sûr. Donc franchement, c'est pas un pays francophone. Voilà. Les réseaux de distribution, finalement, s'ils envoient des choses à Marseille ou bien à Liège, pour eux, ça ne fait aucune différence. Ouais, d'accord, bien sûr. Faut pas oublier les douanes qui cassent ça. C'est vrai. Donc, Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais saluer les douaniers suisses. Donc, est-ce que c'est les seuls est-ce que vous connaissez d'autres spécificités peut-être du jeu de rôle en Suisse? On a déjà parlé de beaucoup de choses, mais toi, ça a l'air de te choquer comme thématique, Christophe. Tu as l'air de dire que finalement, le jeu de rôle suisse n'a pas de spécificité particulière. C'est pas que ça me choque, c'est que j'ai jamais réfléchi en ces termes. Donc,
Moi, je côtoie des Français comme toi, typiquement. Ouais. Lionel écrit ses jeux. Voilà. Et c'est quand même problématique ces histoires de diffusion, de langue, même pour un indépendant, Christophe. Non. De langue on parle la même langue en français et en Suisse romande. Oui, mais par exemple, si je veux produire une boîte, moi, auteur de jeu indépendant, si elle est que en français, je la diffuse qu'en Suisse romande alors. Il faudrait pouvoir exporter en France, et puis là, je pense qu'il faut des partenariats. Alors, ça, c'est sûr. Ça, je peux pas répondre pour l'instant. Et 2D Sans Face, alors, donc, est la principale maison d'édition, en tout cas en France, pour nous, c'est la maison d'édition suisse par excellence. Ils se portent bien. Ils sont comment 2D Sans Face? C'est des chouettes gars, mais je peux pas vraiment répondre sur leur fonctionnement. Ça, je ne connais pas bien. Jean-André. Ce qu'il faut peut-être dire, la particularité de 2D Sans Face, c'est que les gens qui sont à l'origine de 2D Sans Face sont aussi les gens qui ont effectivement venus jouer à la Chaux-de-Fonds ici dans les premières conventions de jeux. Oui. Donc ils sont sur le terrain depuis bientôt maintenant près de 30 ans. Et donc voilà pourquoi ils sont connus en France aussi. C'est que c'est un pilier historique. Tout à l'heure on a parlé d'un auteur en fait qui a développé Alias. Son jeu qui développe maintenant, qui est connu et qui est connu en France, son jeu a été créé, on a joué au prototype ici dans les années 85. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait sa connaissance. Lionel. Moi je voulais ajouter, donc ces gens de 2D Sans Face ont été des piliers il y a 20 ans, tu as dit, mais maintenant, notamment Antoine, il se reconnaîtra, petit clin d'œil, c'est le pilier du bar de l'UDESCO. En tout cas, moi j'ai eu l'occasion de les croiser, les types de 2D Sans Face. Ils sont venus sur notre stand hier. Ils avaient l'air d'avoir des projets secrets dans les cartons, donc il va peut-être y avoir de la renaissance, le phénix, parce qu'ils avaient l'air de dire que vu leur vie de famille et tout ça, ils n'avaient pas non plus trop le temps de se consacrer au jeu de rôle. En tout cas, moi, c'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement. Je regarde à cause de Nobinis, qui est probablement un de mes jeux de rôle traditionnels préférés, mais ever, quoi. C'est absolument génial comme jeu. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que Jean-André. Leurs enfants maintenant, ils ont été effectivement momentanément absents parce qu'ils avaient des vies de famille. Bah oui. Et maintenant leurs enfants sont grands, donc ils se retrouvent à avoir du temps. Et à faire du jeu de rôle avec ils ont des bons métiers, donc ils ont de l'argent et voilà, ils peuvent attaquer les choses de façon professionnelle avec aussi tout un autre concept. Ils ont appris à faire du commerce ou à être dans l'industrie, et ça permet de diffuser plus largement leurs idées. D'accord. Petite question par rapport à la Suisse. Vraiment, moi quand je viens en Suisse, j'ai vraiment quand même l'impression d'être dans un pays étranger. C'est-à-dire, même si on parle la même langue, etc. Et ça me fait plaisir, ça me dépayse en fait. Il y avait une question que j'avais envie de vous poser. Est-ce que vous avez vécu cette crise dont tout le monde parle en France, qui a traumatisé les plus vieux rôlistes C'est-à-dire, est-ce que le jeu de rôle a été mal vu en Suisse pendant quelques années ou pas du tout? Tout le monde se refile le micro. Alors, j'ai pas vécu Lionel. cette période, jeune, Lionel et moi, donc je vais plutôt laisser la parole à Georges-André qui peut-être. Non, alors on n'a pas du tout eu ces phénomènes de médias qui mettaient en avant des événements bizarroïdes en les reliant au jeu de rôle. En fait, c'est juste savoir, est-ce qu'il y a eu une crise du jeu de rôle économique, juste ça en fait, pas forcément. Oui, parce que toute la crise de Mireille Dumas et machin comme ça, bon. Alors, s'il y a eu une crise, je pense qu'elle est plutôt dû au fait qu'avec l'apparition des jeux vidéo et de l'augmentation de la qualité des jeux vidéo et ensuite il était plus facile et quand même de faire du jeu de rôle sur des consoles ou sur des ordinateurs. Ouais. Et je dirais que c'est peut-être ça que beaucoup de joueurs qui seraient passés sur le jeu de rôle ou jouaient dans les années 80-90, eh bien au moment où les ordinateurs ont permis des beaux graphismes, des sons, ont pu en fait toute une génération est rentrée dans le jeu de rôle par cette porte-là. D'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, Attention à ton micro. ce public-là, après avoir joué à du jeu de rôle sur console, sur ordi, entre facilement sur du jeu de société ou du jeu de rôle plateau autour de la table parce qu'ils retrouvent un autre sentiment. Mais voilà, je pense que c'est surtout là que peut-être le jeu de rôle a changé, si on veut, de média. On n'utilise plus la table et le crayon, mais on utilise des micros et des écouteurs. Mais je pense que World of Warcraft, quelque part, c'est du jeu de rôle où c'est des tables avec beaucoup de gens.
Je pense qu'on peut pas nier ça. Bon, tu penses que des trucs comme World of Warcraft mènent au jeu de rôle? Christophe, je te voyais tiquer un petit peu sur cette réflexion. Ouais, je partage pas cet avis, mais je sais pas si c'est très important pour cette discussion. On est vraiment pas autour de la table. Ouais. On n'imagine pas un monde, mais je sais pas s'il y a vraiment des gens qui reviennent. Moi, j'en connais pas spécialement. Moi, par exemple, souvent un cliché, c'est de dire que Magic a volé des gens au jeu de rôle. Ok, moi c'est le contraire. Moi, c'est le contraire. Ça m'a mis au jeu de rôle. Et toi aussi? Ouais. Ouais. Donc voilà, par exemple, voilà un exemple. Ça, c'est pour Magic. Maintenant, c'est le jeu vrai vidéo. il me semble que les boutiques ont rapetissé dans leur offre jeu de rôle. Donc il y a J'ai une commencé crise il y a aussi 10-15 ans. Il y avait un peu plus d'offres, mais on me dit que la boutique de Bienne est en train de laisser tomber le jeu de rôle. Maintenant, bon, ça c'est, je crois aussi le problème avec les commandes sur Internet. Moi, je comprends pas ça. Moi, ça me semble paradoxal. C'est-à-dire qu'à la fois on voit que le jeu de rôle ici marche, qu'il y a des tables, qu'il y a des gens qui reviennent, qu'il y a un nouveau public, que le jeu de rôle arrive à une forme de maturité quelque part, et en même temps que les magasins cessent d'en vendre. Alors, faut m'expliquer ça. Et en Suisse, ça existe aussi ce paradoxe? Ouais, mais il y a beaucoup d'achats sur Internet aussi. Il y a aussi du tourisme rôliste, si tu veux. Je vais à une convention à Lyon, j'ai des auteurs, il y a un jeu qui me plaît, j'achète chez eux. Je vais à Orchidée, c'est aussi en partie pour acheter du jeu. Donc en fait, les boutiques sont mal distribuées et ça les pénalise finalement. C'est qu'ils n'ont pas les nouveautés. Et puis les Suisses, c'est système D. Soit on crée un jeu parce qu'on ne l'a pas, soit on va sur Internet, c'est assez facile. Il y a certaines plateformes qui offrent même le port à arriver à un certain un certain type de jeu, un certain montant d'achat. Voilà, finalement il y a des frontières un petit peu que pour les magasins. D'accord. Ouais. Parce que pour le Suisse lambda, bien sûr. Frontière n'existe pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que vous pouvez évaluer la population parce que les joueurs, j'ai l'impression que voilà, c'est comme en France, il y en a plein quoi. Tout le monde joue et le jeu de société est florissant. Hein. Tous les gens qui travaillent dans cette industrie disent que ça cartonne là. Hein. C'est en train de tout exploser. Mais pour le jeu de rôle, est-ce que vous avez une idée un peu? Est-ce que c'est pareil qu'en France, c'est-à-dire est-ce que c'est sous-joué ou il y a beaucoup de gens qui font du jeu de rôle ou pas? Christophe dit qu'il sait pas, mais ton intuition, Christophe, je te demande pas de chiffres précis. Ton intuition. Je sais pas, est-ce que un des indicateurs serait pas le nombre de gens qui sont à Orchidée, qui est vraiment une convention pour le jeu de rôle, et je sais pas combien est-ce qu'il y a de participants à Orchidée? Combien de participants? Autour des 350, 400, on disait à l'époque où j'étais dans le comité. Ouais. Mais justement, là, il y a la question du qu'est-ce qu'un rôliste? C'est quelqu'un qui s'identifie comme étant un jeu de rôle, un amateur de jeu de rôle qui vit pour ça, qui passe ses week-ends à ça. Alors ça, effectivement, c'est des gens qui iront peut-être à l'UDES, non, justement pas à Orchidée. Ouais, à Orchidée, ouais. Et puis, est-ce que les personnes qu'on a initiées, elles ont joué, ça c'est juste, mais est-ce qu'on veut les compter comme rôlistes? Est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce qu'ils comptent? C'est quoi? C'est les gens qui ont acheté une fois un bouquin? Moi, je peux te proposer quelque chose, c'est de considérer les personnes, alors plutôt que rôlistes, les personnes qui connaissent le jeu de rôle, qui savent ce que c'est, de quoi il s'agit. Parce que, ouais, c'est difficile d'évaluer peut-être. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu le terme, beaucoup moins qui savent ce que c'est et encore moins qui y jouent. Ouais, d'accord. Mais c'est un peu une tautologie. Moi, il y a un truc qui m'a frappé et ça m'intéresserait d'avoir ton avis Thomas. ou peut-être l'avis d'autres personnes autour de la table. Il me semble qu'il y a de plus en plus de femmes qui font du jeu et notamment du jeu de rôle. Et je trouve que finalement, il y a pas mal de tables assez féminines. Alors moi, j'avais peut-être le gros cliché du joueur qui dit non, c'est un truc de mec, ça intéresse que les gars. Non. Il me semble que le jeu et le jeu de rôle se féminisent. Mais j'ai un regard extérieur. Est-ce que c'est la même chose confirme. en France? D'abord, on a observé nettement ce mouvement dans le jeu vidéo déjà pour commencer, qui est en fait, au niveau du jeu, un bon signal, quoi, parce que c'est quand même un des premiers biens culturels consommés en France. C'est le premier même, je crois. 40% de femmes à peu près. Hein. Une joueuse, en gros, un joueur sur deux est une femme quand même, presque ou pas loin, quoi. Le jeu de rôle, c'est pareil. À Eclipse, par exemple, au tout début où j'y participais, c'était 10% de femmes. Aujourd'hui, c'est quasiment, on est près des 50%. Non, mais c'est clair, hein, ça c'est clair. Le public se féminise à fond. D'ailleurs, même sur ce podcast, on n'a aucun mal
à respecter une forme de parité. Alors forcément, il y a quand même un petit peu moins de femmes, mais on entend beaucoup de voix de femmes quand même sur le podcast de la cellule. Les autres, on les a cachés. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'ils veulent pas intervenir parfois quand je leur propose aussi. Mais la parité sur ce podcast-là, c'est 16% de non, femmes. Quoi, donc. Attends, je t'explique le truc, Christophe. C'est que en général, les mecs, ils sont dans le jeu de rôle depuis les années 80-90. Alors que les femmes, ils sont depuis plus récemment. Et donc, quand on leur propose de participer au podcast de la cellule, elles disent « Ah oui, mais je m'y connais pas encore assez, etc. » Elles se sentent un petit peu... alors que Sylvie, tu vois, elle a pas de problème apparemment. Hein. Et Flavie non plus d'ailleurs. Mais voilà, maintenant, je confirme ton intuition. Moi, j'ai la même. Après, il n'y a pas de chiffre précis, mais Sylvie, tu voulais intervenir. Mais quand même, pour remettre les choses à leur place, sur l'UDESCO, on n'a pas une seule MJ femme qui a organisé une partie cette année. Et j'ai jeté quand même un petit coup d'œil aux participants. 80% d'hommes quand même, dans les parties jouées. Après, effectivement. À Eclipse, par exemple, moi, j'ai joué à une table qui était maîtrisée par une fille. Et il y en avait plusieurs. Hein. Oui. Donc, voilà. Après, c'est... L'UDESCO, bon, peut-être aussi que c'est pas représentatif. Exactement, mais bon, peut-être. après, on parle de la Suisse et du jeu de rôle, et moi, je te parle de Rennes, donc c'est pas beaucoup mieux. Hein. Côté représentativité, je suis un peu nul, là. Hors sujet. Mais bon, en tout cas, je confirme ce que tu disais, Thomas. Et c'est vrai que peut-être, ouais, il faudrait voir au niveau des MJ maintenant. T'as raison, Sylvie, de soulever le. Et il me semble qu'à Orchidée, il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus encore 50-50. Hein. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, c'est mieux que fut un temps. Ça, c'est garanti. Je voulais poser une autre question et puis elle m'est sortie d'esprit. Moi. Je peux t'aider parce que moi je voulais juste préciser un truc. On a beaucoup parlé la Suisse, la France, et en fait l'UDESCO et la chaux de fonds, donc où a lieu la convention, se trouve à peu près 15 minutes en voiture de la France. Et c'est vrai qu'on a parlé des frontières économiques, politiques, mais les frontières sont aussi dans la tête. Ouais. Et nous, depuis 2 ans maintenant, on invite des clubs français à participer au festival. On avait la Maison des Jeux cette année de Strasbourg. On avait les gens de Moi je m'en fous la triche de Lyon l'année passée. Et on veut véritablement aussi pas dire simplement on fait une convention pour la Suisse romande, on fait une convention européenne, une convention francophone en tout cas, parce qu'il y a toujours le problème de la langue. Ouais. Et pour nous, c'est très important de pas uniquement réfléchir sur le bassin de population suisse, mais aussi français. Mais on voit que c'est très difficile en termes de promotion. On sera comment? Je prenais l'exemple, l'autre jour je suis allé à un concert en France dans un petit village pas loin. C'était la première fois que j'allais dans cette région. Et pourtant c'est tout aussi près que d'autres villages dont je vais en Suisse. C'est la communication qui passe pas les frontières un peu. C'est la communication, mais c'est aussi des barrières mentales. Tout à coup on dit la France c'est loin, alors c'est 10 minutes en voiture quoi. Et ça c'est un des trucs qu'on essaie de briser aussi. Je veux dire, pour faire la communication, là tu parles sur le blog de la cellule, c'est un podcast francophone, il y a des Bretons qui t'écoutent, tu leur dis qu'il y a de la bière. C'est ça qui est génial. À l'UDESCO, il y a de la bière à la convention, voilà, c'est bon. Il y a de la bière très bonne. Est-ce que tu as parlé de la bière BFM? Très bonne, délicieuse. La bière. Vous avez tout un tas de bières artisanales ici, c'est délicieux quoi. Et voilà. Franchement, ça c'est ça. Bon bah là ça y est, c'est bon, la communication en Bretagne, l'année prochaine vous allez avoir un débarquement de Bretons, c'est sûr. C'est parfait. Et aussi, j'espère dire ça. J'espère que tu as remarqué aussi par rapport à d'autres événements, et je veux pas critiquer d'autres événements, mais nous ce qu'on a fait attention c'est aussi de soigner les repas, etc., d'avoir des bons repas chauds et de la bonne bouffe, et pas de la pizza froide ou de la quick soup instantanée comme on trouve ailleurs. Pour nous c'est aussi important que le joueur, que le festivalier prenne du plaisir aussi dans son assiette. J'ai fait la réflexion à Christophe dès en arrivant. Christophe, je te vois trépigner, je crois que c'est l'heure d'aller faire les parties de démonstration, c'est ça? Voilà, on a des initiations et là c'est vrai qu'on a pas mal de filles et de femmes qui viennent. D'accord. Là, dans les initiations, on va voir peut-être si on va pouvoir inverser la vapeur d'ici les prochaines années, arriver à la vraie parité. En tout cas, on n'y est pas encore à la parité, mais bon, allez, ça vient. Bon, et merci pour ce petit tour d'horizon de la Suisse et du jeu de rôle et de l'UDESCO. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci Georges-André. Merci Thomas. Merci Lionel. Merci à toi. Merci Sylvie. Merci Juste un dernier mot. Lionel. Je dois faire la balance cosmique quand même pour la cellule. Allez, vas-y, invoque la balance cosmique. Au revoir à toutes les baleines. À bientôt. Salut.